rappelle, le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été arrêté par ce conseil municipal au mois d'avril 2022 à l'unanimité. À l'unanimité, je le répète, à l'unanimité. Depuis donc, ce plan de sauvegarde et de mise en valeur a fait l'objet d'une enquête publique qui a demandé certaines corrections, améliorations qui viennent d'être présentées. Donc, l'objet de cette délibération est bien entendu d'adopter le PSMV dans sa globalité, mais surtout en tenant compte de ce qui a changé depuis le mois d'avril 2022, et c'est ce qui vous a été expliqué et présenté par M. Brugueron. Voilà, je laisse la parole à Mme Patricia Van der Lende, qui a pris son souffle et qui va nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je vais vous passer tout ce qui est délibération et arrêté. Donc il est rappelé au conseil municipal que le secteur sauvegardé a été créé par arrêté ministériel le 13 septembre 2005 et couvre 69 hectares du territoire d'Aigues-Mortes. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est l'outil de planification qui se substitue au plan local d'urbanisme dans le périmètre du secteur sauvegardé, nommé secteur patrimonial remarquable à la suite de la loi LCAP du 7 juillet 2016. Le PSMV constitue un outil de planification urbaine dont les objectifs sont la préservation et la promotion du patrimoine d'Aigues-Mortes, tout en permettant l'évolution et le développement urbain en adéquation avec les besoins actuels et futurs du territoire. Je vais vous passer le rappel de la procédure, parce que je pense que depuis que nous abordons le sujet, on doit se souvenir de la chronologie. Je passe à l'appréciation générale du commissaire enquêteur. Les conclusions du commissaire enquêteur portent sur 6 points. Il partage l'avis de la DDTM et, en ce sens, exprime une réserve relative à la prise en compte de l'avis de DDTM et la mise à jour du dossier. Des réserves visent à, d'une part, examiner certaines observations du public faisant état d'une divergence entre la nature des bâtiments et la prescription particulière visée et de procéder, si nécessaire, à l'ajustement de la règle, et d'autre part, de prendre en compte la suggestion d'assouplissement de la règle pour les espaces libres à dominante végétale en extramuros. Enfin, une réserve vise à apporter des précisions sur l'application des prescriptions particulières. Après examen des parcelles mentionnées dans le rapport, 2 parcelles font l'objet d'une mise à jour de la prescription pour la raison suivante. Les 2 constructions visées par la prescription n'existent plus. Des travaux ont été effectués par le propriétaire. En revanche, la réserve relative à l'étude des modalités éventuelles de la réglementation de la division des logements et de l'installation des nouveaux commerces n'appelle pas de suite dans le dossier de PSMV, car la recommandation n'apparaît pas adaptée pour le territoire au regard de l'analyse technique réalisée par l'architecte mandaté pour l'élaboration du PSMV. Synthèse des modifications du dossier de PSMV soumis à avis du conseil municipal. Le rapport du commissaire enquêteur avec ses conclusions ainsi que l'avis de la DDTM en sa qualité de personne publique associée conduisent à apporter différentes modifications au dossier du projet de PSMV soumis à avis du conseil municipal. Ces modifications sont précisées dans le document joint en annexe à la précédente délibération. Les évolutions principales du document par rapport au projet de PSMV arrêté sont les suivantes. Le rapport de présentation et le règlement écrit ont été actualisés pour tenir compte des réserves liées à l'actualisation du document. Les modifications prennent en compte les nouvelles données socio-économiques de l'INSEE, les nouveaux documents de planification SCOT et PRI. Le règlement écrit a été modifié pour tenir compte des réserves du commissaire enquêteur en lien avec les prescriptions relatives aux espaces libres à dominante végétale,
soumis à des prescriptions particulières situées en extramuros. Le règlement écrit annexe 2, liste des immeubles soumis à des prescriptions particulières, a été complété sur le volet explicatif, précisant la légende nationale relative aux immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement. Le règlement écrit annexe 4, orientation d'aménagement et de programmation, OAP, rajoute un paragraphe à la page 21 pour préciser la différenciation de la règle de gestion entre les espaces situés intra et extramuros. Règlement graphique, la planche 1 a été modifiée pour lever la réserve soumise par le commissaire enquêteur pour corriger les 2 erreurs matérielles relatives aux 2 parcelles AB43, AB05 qu'on a vu sur les plans présentés par M. Bruguerol. L'annexe du PSMV, annexe 6, servitude d'utilité publique, a été complétée à la demande de la DDTM pour mise à jour des actes administratifs liés aux servitudes d'utilité publique. L'ensemble de ces modifications a été présenté et voté en commission locale du site patrimonial remarquable, anciennement secteur sauvegardé, le 8 juillet 2025. Celle-ci a émis un avis favorable au projet de PSMV modifié. En application aux dispositions du Code de l'urbanisme, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable d'Aigues-Mortes est soumis pour avis au conseil municipal après validation du document par la commission locale du site patrimonial remarquable, anciennement secteur sauvegardé, le 8 juillet 2025. Considérant que le document élaboré a recueilli un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission locale du site patrimonial remarquable, anciennement, j'ai du mal à dire, secteur sauvegardé. Considérant que le dossier de PSMV ainsi modifié répond pleinement aux objectifs poursuivis, l'ensemble des adaptations apportées pour tenir compte des avis PPA, personnes publiques associées, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ne modifie pas l'économie générale du PSMV telle qu'arrêtée par le conseil municipal le 14 février 2022. Il est donc proposé au conseil municipal, au vu des documents de projet de PSMV ci annexés, d'émettre un avis favorable au plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable d'Aigues-Mortes, tel qu'il est annexé à la présente délibération en vue de son approbation par arrêté préfectoral. D'autoriser le maire à signer tout acte du document et accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de cette affaire. Le conseil municipal est invité à délibérer. Merci. Merci beaucoup. Y aurait-il des questions et des observations sur cette délibération? Monsieur Rams, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire et chers collègues, dans les attendus de cette délibération, il est fait mention de l'avis favorable émis par la commission locale du site patrimonial remarquable lors de sa séance du 8 juillet 2027. Dès lors que cet avis est présenté comme un élément déterminant, le compte-rendu complet de cette séance, incluant la teneur des débats et la formulation exacte de l'avis, devait impérativement être communiqué aux conseillers municipaux. Nous l'avons demandé à 2 reprises. Ce document ne nous a jamais été transmis. Cette absence entache gravement la régularité de la procédure. Elle pourrait à elle seule entraîner la nullité de notre délibération. Par ailleurs, j'avais sollicité la communication de la fiche informative actualisée concernant une parcelle dont je suis propriétaire. Fiche à laquelle le règlement fait désormais référence. Aucune suite ne m'a été donnée. D'autres propriétaires dans la même situation se sont heurtés au même refus. Ces fiches ne peuvent être fictives ni dissimulées. Puisqu'elles sont mentionnées dans le règlement, elles doivent exister, être actualisées et accessibles dans un cadre sécurisé aux propriétaires concernés. En l'absence de ce document, l'approbation du PSMV est juridiquement et moralement inenvisageable. Mais au-delà de ces nouveaux graves manquements de forme, je veux insister sur les problèmes de fond. Le règlement modifié ignore largement les critiques massives exprimées en enquête publique. Plus de 600 contributions défavorables.
Dans les présentations d'ailleurs qui ont été faites tout à l'heure, il a été oublié qu'il y avait eu quand même une pétition de 475 signataires. Donc niveau exceptionnel dans une commune de 8500 habitants. Ils n'ont noté lieu qu'à des modifications marginales et cosmétiques. L'un des points les plus inacceptables reste la liste des 608 parcelles d'immeubles soumis à des prescriptions de modification ou de démolition. Ces prescriptions sont imposées sans justification sanitaire, sécuritaire ou patrimoniale rigoureuse, et sans que les critères de sélection de ces immeubles aient été rendus publics. Ces 608 parcelles d'immeubles faisaient l'objet de fiches individuelles, longtemps annexées en tant que documents non réglementaires. Ces fiches ont toujours été juridiquement non opposables, et leur contenu, qui apparaissait prescriptif, a été partiellement révisé. Les prescriptions y ont été renommées orientation. Mais pour autant, la liste des 608 parcelles d'immeubles demeure maintenue dans une annexe réglementaire contraignante, sans que les critères d'inscription aient été rendus transparents et débattus. On entretient ainsi une confusion. Les fiches qui ont toujours été non opposables, en devenant informatives, ne comportent plus aucune indication de prescription. Mais celles-ci sont conservées sous une autre forme dans l'annexe contraignante des 608 parcelles. Comprenne qui pourra. Cette incohérence enlève toute lisibilité et légitimité au règlement proposé. Enfin, comment ignorer la déconnexion totale entre le texte proposé et la volonté exprimée par les citoyens? Plus de 600 contributions défavorables ont été balayées d'un revers de main, sans réexamen, alors que cela aurait dû imposer une remise à plat, voire une constatation complémentaire. Et pour beaucoup de propriétaires des biens situés sur les 608 parcelles, l'impact financier est colossal, entre 30 000 et 100 000 euros en coûts de travaux et ou en perte de valeur des biens. Pour toutes ces raisons, le groupe Le Revivre votera contre cette délibération et nous demandons expressément la communication intégrale du compte-rendu de la commission locale du site patrimonial remarquable du 8 juillet avant toute décision, la remise aux propriétaires concernés de toutes les fiches informatives mentionnées dans le règlement dans un cadre sécurisé et nominatif, le retrait ou à défaut la suspension de la liste des 608 parcelles d'immeubles, tant qu'aucun critère objectif, public et sérieux n'a été présenté. La tenue d'une réunion publique préalable à toute approbation pour que les habitants puissent enfin comprendre ce qui leur est imposé. Au niveau de l'imposition, d'ailleurs, je note qu'il a été dit que le règlement a été modifié pour préciser que ça concernait les opérations d'aménagement, tout court, mais pas d'ensemble, contrairement à ce que M. Bruguerol donc a dit. L'écrit, lui, ne prévoit absolument pas qu'il s'agisse d'une opération d'aménagement d'ensemble. Mais quelle que soit l'opération d'aménagement, la prescription peut nous être demandée. Donc cela reviendrait. Ce règlement, en l'état, n'est ni recevable, ni défendable, ni applicable dans la sérénité. L'adopter aujourd'hui serait prendre une lourde responsabilité politique et juridique. Cela reviendrait à être complice d'un passage en force contraire aux principes de droit, de démocratie locale et de respect des citoyens. Enfin, permettez-moi un mot de conclusion. En février 2022, le règlement PSMD avait été arrêté à l'unanimité. Nous avions alors fait confiance, beaucoup trop confiance. Personne n'avait sérieusement épluché les 18 pages listant les 608 immeubles. D'ailleurs, dans les présentations d'aujourd'hui, on n'a pas vu une seule de ces 18 pages. Donc, mais depuis le bug de mai 2024, à savoir l'échec d'une vente immobilière du fait du PSMD, depuis les mobilisations à l'enquête publique, plus personne ne peut faire semblant. Aujourd'hui, chacun sait, chacun a le choix entre suivre les chants des sirènes ou entendre les avertissements de Cassandre. Monsieur le maire, pour éviter que seuls ceux qui s'opposent ou s'abstiennent aient le courage de lever fièrement la main, pendant que les autres baissent la tête dans un silence étourdissant, nous vous demandons de bien vouloir appeler en premier lieu les votes pour. Et pour garantir la régularité du scrutin, nous vous serions gré de procéder comme il se doit, en appelant distinctement les 3 votes, les pour, les contre, puis les abstentions. Merci. Donc, après l'introduction de tableau de votre rapport de correspondance, vous voulez maintenant que je change l'appel de vote. Vous êtes un peu fort quand même, monsieur. Monsieur le conseiller municipal, en matière d'ambiguïté, je crois que
vous n'avez de leçon à recevoir de personne, et je n'ai surtout pas à recevoir de votre part, tellement vous avez, je vais dire, mené une campagne d'une ambiguïté, d'une désinformation, en véhiculant le venin de la peur sur ces derniers mois, que ça n'est indécent. Et croyez-moi, votre campagne qui s'est surtout adressée à des personnes, je dirais, âgées, faibles, isolées, ne tombera pas sous le limon de l'outil. Oui. Et tous ceux qui sont venus vous dire qu'ils voulaient se retirer de votre pétition n'ont pas obtenu satisfaction et je dénonce. Donc là-dessus, M. Rams, vous ne donnerez pas de leçons. Ensuite, n'essayez pas de vous dédouaner de votre vote du 14 avril 2022 lorsque vous avez voté ce PSMV dans son zonage, dans son règlement et dans ses annexes, hormis bien entendu les modifications qui ont été faites par l'enquête publique, en faisant référence une nouvelle fois à un écrêtage d'un étage de la rue Théolon, Victor Hugo, nous ne dirons pas le nom, à la suite d'une erreur d'appréciation de l'office notarial, c'est le problème de l'office notarial, sachant que les personnes concernées sont venues rencontrer l'ABF qui est ici, monsieur l'ABF, et sont reparties tout à fait satisfaites et rassurées sur le fait qu'on n'allait pas leur demander un écrêtage d'un étage lorsqu'ils allaient déposer une demande de travaux. Force est de constater qu'ils ont effectivement déposé une demande de travaux ultérieurement, qui a été présentée à monsieur l'ABF et qui a donné un avis favorable sans entraîner la destruction de l'étage. Alors votre lièvre soulevé à l'époque, je l'ai qualifié de ragondin et je continue à le qualifier de ragondin. Maintenant, vous avez attaqué les conseillers municipaux en leur disant qu'ils allaient baisser la tête et faire manque de courage. Là, c'est dans leur honneur que vous les attaquez. Donc, avant de donner la parole à M. Puignerol, que vous avez également nommément cité, je vais donner la parole à M. Christian Lapissardi, qui la réclame. Et je vais lever la tête. Monsieur le maire, mes collègues, je souhaitais vous communiquer mon avis sur le PSMV. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur le nouveau règlement de notre site patrimonial remarquable et de son plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il s'agit d'une étape majeure, fruit d'un processus long et complexe visant à encadrer la protection du patrimoine exceptionnel des morts. Les municipalités qui se sont succédées ont compris la nécessité de mettre en place cet outil tout en laissant depuis plus de 15 ans la situation se complexifier. Aujourd'hui, si enfin il est temps de se prononcer, cet outil appelle des ajustements. En préambule, il me semble opportun de bien avoir en tête que le commissaire Entreterre, en date du 1er février 2025, a émis sur ce nouveau règlement un avis favorable en formulant quelques réserves, dont certaines de portée contraignante. Or, d'un point de vue juridique, tant que ces réserves ne sont pas levées, cet avis est réputé défavorable. C'est un point de vigilance qui doit guider notre réflexion. Notre ville, par son histoire, bénéficie d'un patrimoine d'une valeur inestimable. Il est donc tout à fait compréhensible que dans le périmètre de notre SPR, des règles particulières existent au-delà des prescriptions générales d'urbanisme. Les règles particulières ne peuvent pas dire prescription générale parce que c'est le caractère spécifique de chaque patrimoine de notre cité qui en fait son caractère remarquable. C'était l'objectif du PSMV lancé par le conseil municipal en 1999, ça fait quelques années, dont les différentes phases ont été approuvées, je le rappelle, par toutes les municipalités successives. C'est en 2008, sous le mandat de M. Bonato, que la procédure d'élaboration et de formalisation du projet a été initiée, avec l'approbation du conseil municipal dès 2009. Toutes les demandes de travaux dans ce périmètre sont d'ailleurs maintenant soumises à l'avis préalable des architectes des bâtiments de France depuis de nombreuses années. Comme dans toute étude d'envergure, une analyse de l'existant a été effectuée à son démarrage. C'est l'objet des fiches immobilières établies en 2010-2011. Ces fiches ont aujourd'hui 15 ans. Elles sont donc obsolètes et non opposables aux tiers. Pourtant, elles ne sont pas caduques et continuent à produire leurs effets. C'est pourquoi notre action doit désormais s'appuyer sur les documents réglementaires qui en précisent les règles et les prescriptions, et non sur des constats déclassés. Sur le principe, je ne peux qu'être favorable à un projet de règlement car il constitue un outil indispensable et structurant pour protéger notre patrimoine exceptionnel en fournissant un cadre technique et réglementaire essentiel à l'ensemble des acteurs concernés.
Ce dernier doit fournir un cadre juridique sécurisé et ne pas rajouter de l'instabilité en veillant à s'appuyer sur des éléments factuels et formels. Les administrés doivent pouvoir, en toute tranquillité, entretenir leur patrimoine sans s'inquiéter de la lecture administrative qui pourrait être faite de leurs biens. Il serait par ailleurs illusoire de penser que si le règlement était voté, une demande de révision de celui-ci relèverait d'une simple formalité. La municipalité n'aurait pas seule la main et une telle décision déclencherait une série de démarches très coûteuses pour la commune tout en maintenant une grande insécurité juridique. C'est pourquoi je voterai favorablement pour le projet de nouveau règlement avec un certain nombre de réserves qui doivent engager les élus de demain en proposant une feuille de route claire pour l'avenir. 1. Concernant la caducité des fiches immobilières, les fiches élaborées en 2010-2011 doivent être formellement considérées comme caduques et sans valeur normative. Nous devons nous baser sur le règlement et non sur des constats dépassés. Concernant la protection des droits acquis, même si les règles en matière d'urbanisme évoluent, il ne paraît pas concevable de revenir brutalement sur des accords de permis de construire délivrés depuis 2005, à l'instar d'ailleurs du commissaire enquêteur, des décisions validées par les architectes des bâtiments de France à l'époque doivent faire l'objet d'une protection. Il est primordial d'éviter toute insécurité regrettable pour les propriétaires. Il est évident que concernant certaines situations très marginales, si les règles d'urbanisme ont été profondément modifiées, par exemple concernant les fenêtres en aluminium, une analyse au cas par cas pourrait être menée, mais cela ne doit intervenir qu'à la marge et seulement si cela est clairement justifié dans le cadre de la mise en valeur du site. Troisième point, concernant la lutte contre les démolitions imposées, c'est un point majeur. Une procédure de modification du PSMV devra être envisagée qui pourrait consister, après un réexamen approfondi au cas par cas, à sortir de la liste réglementaire les immeubles dans la démolition des constructions visées par des prescriptions constituerait une aberration flagrante, notamment quand la nature des dites constructions est celle de pièces indispensables au fonctionnement de la maison, telles que des pièces d'eau, cuisine, salle de bain. De la démolition impliquerait une reconfiguration complète du bien, coûteuse et disproportionnée à l'égard de l'objectif poursuivi. Enfin, je crois aussi à la force de la volonté et de l'action. Sinon, à quoi servirons-nous ici? Nous ne devons pas laisser cette action aux seuls techniciens, cela serait une erreur. C'est la raison pour laquelle la municipalité peut avoir un rôle actif dans la défense des permis de construire précédemment donnés depuis 2005 au titre des droits acquis. Elle doit être pleinement partie prenante dans les relations entre les propriétaires et les ABF lors de projets de rénovation ou de modification. Il convient pour cela de renforcer le service instructeur des demandes d'autorisation d'urbanisme au fin d'accompagner les pétitionnaires dans la relation avec l'ABF pour chaque projet qui répond au maintien ou à l'amélioration de la qualité du patrimoine, cela étant attentif aux effets concrets du PSV sur le terrain. Cela doit être l'objectif de l'ensemble de l'équipe municipale. En votant pour ce nouveau règlement, nous acceptons un cadre, mais en tant qu'élu, mon engagement est de m'assurer que ce cadre soit juste, évolutif et qui serve réellement aux augmenter notre patrimoine sans imposer de fardeau excessif. C'est sur cette vision d'une veille active, une future adaptation constante, en quelque sorte une vision basée sur l'action et non sur le refus systématique, que je vote aujourd'hui pour ce PSMV. Bien, merci Monsieur Lapissardi. Je vois que nous sommes dans une approche concordante. La municipalité, vous bien sûr Monsieur le conseiller municipal, et l'ABF et Monsieur Bruguero, l'architecte conseil. J'ai bien entendu, et ça n'a pas été contesté, que les fiches ont été établies il y a maintenant 15 ans, 20 ans, sous la mandature de M. Bonato, mais c'était tout à fait normal. Il y avait une convention avec les services de l'État et la DDTM. Donc ces fiches, effectivement, sont maintenant un peu dépassées, c'est ce que je souligne, et j'ai bien entendu que tout ce qui se rapportait au secteur sauvegardé en demande préalable de travaux ou de permis de construire faisait le cas d'une étude sur site, on revient sur place, pour 3 personnes, 3 organismes intervenés. Le pétitionnaire, le porteur de projet, bien entendu, l'architecte des Bâtiments de France et la municipalité qui est là pour accompagner, comme elle l'a fait jusqu'à présent, et j'en ferai la preuve tout à l'heure, pour tous ceux qui ont engagé des travaux depuis des années sur ce qu'on appelait le secteur sauvegardé,
le site patrimonial remarquable, le périmètre des abords qui couvre pratiquement le secteur sauvegardé. Parce que les règles qui sont exposées aujourd'hui sont des règles qui remontent à 25 ans, 26, 1999, tu as dit? Voilà, tout à fait. Seulement, société des règles éparses. Code de la construction, code de l'urbanisme, code de l'environnement, voici règlement là. Maintenant, elles sont toutes intégrées dans un document unique, le règlement. C'est-à-dire que le professionnel ou le porteur de projet sait exactement où il doit aller avec l'ABF de son projet. Ce n'est plus je pioche là, ou je pioche là mon argumentation. Mon argumentation de la part de l'ABF, elle est dans le règlement. Et c'est plus contraignant pour l'ABF que pour le porteur de projet, pour le professionnel de l'immobilier. Donc là-dessus, je crois que nous avons une opinion concordante, mais M. Bouguerolles a été cité, donc avant de donner la parole à M. Pignon, je donne la parole à M. Bouguerolles. Oui, moi je ne pense pas que le but c'est de polémiquer. En fait, on a un commissaire enquêteur qui a reçu tout le monde, qui a fait un travail d'enquête précise par question qui lui était posée. Et on a tout repris les documents, toutes les questions qu'il nous a posées, on les a revues avec l'architecte des bâtiments de France au cas par cas. Alors, ce document, c'est un plan directeur, c'est un plan d'ensemble qui vise à la mise en valeur du centre ancien, du site patrimonial remarquable et de ses abords. C'est un document qui a l'avantage d'exister avec des règles qui sont à la fois graphiques et écrites. Par contre, on a bien insisté sur le fait que, et on l'a mis dans le règlement, c'était des études au cas par cas qui devaient guider cette prescription du jaune. Une étude au cas par cas avec la visite sur le terrain, l'élaboration de relevés qui permet de vérifier ce qui existe, l'occupation des locaux. Concernant le jaune, c'est une servitude dite passive qui s'applique de manière adaptée au cas par cas, et elle s'applique le jour où il y a une vente, par exemple, une vente complète d'immeubles à des promoteurs qui vont bénéficier de fiscalité, qui vont avoir des avantages qui sont équivalents à des subventions. Donc là, elles risquent de s'appliquer de manière plus sévère. Elles ne vont pas s'appliquer au commun des personnes qui sont là. Elles vont s'appliquer au regard de la BF et de la... Après, je ne sais pas, on a répondu précisément au commissaire enquêteur. Vous parlez de prescription inadaptée ou autre. Moi, je peux vous dire que le projet dans son ensemble est un bon projet qui a fait l'objet d'une étude détaillée. Il faut oublier ces fiches qui sont un élément de connaissance qui est maintenant obsolète, qui nous ont permis de connaître mieux la ville, pour rédiger les règles et nous approprier ce patrimoine. Ça, c'est vraiment un document historique maintenant. Ça n'a plus de valeur. Et ce qui est important maintenant, c'est la manière dont il va être utilisé. Le service urbanisme de la ville qui reçoit les pétitionnaires en amont des projets. L'architecte du bâtiment de France qui fait des réunions régulières, qui reçoit les personnes tous les mois. Et donc, une qualité de projet qui est garantie en concertation. Moi, je trouve que le système qui a été mis en place, d'ailleurs, il y a un élu qui est associé à la commission d'urbanisme, qui la suit et qui peut en parler. Je crois que les gens qui sont reçus après le sont favorables. Et pour être par ailleurs un professionnel en tant qu'architecte intervenant en restauration, j'appuie sur ce que dit M. le maire. Je préfère avoir un règlement écrit que des règles qui sont interprétées en fonction des personnes que je vais rencontrer. Et ça, c'est un élément qui est factuel et qui est solide. Je ne sais pas après, je ne vais pas polémiquer plus, je crois que ce n'est pas intéressant. Merci, M. Bouguerolles. Effectivement, je reviens un peu sur l'intervention de Christian Lapissardi. Le droit, ce n'est pas une matière morte, c'est une matière vivante. Donc, le règlement du PSMV, c'est un document de droit et il est appelé à évoluer après en fonction des données économiques, sociales, géographiques, etc. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Monsieur Pignon avait demandé la parole, je crois. Oui, monsieur le maire. J'ai écouté les interventions de M. Lapissardi, dont je partage globalement sa vision des choses, et comme je partage effectivement la nécessité pour notre commune d'avoir un cadre définitif.
Depuis toutes ces années, n'oublions pas, nous étions déjà dans un secteur sauvegardé. Donc nous avions un certain nombre de règles qui étaient applicables et qui étaient imposées à l'ensemble des propriétaires intra et extramuros dans la limite des 500 mètres. Mais cette règle, finalement, elle avait, je dirais, une faiblesse, c'est qu'en fonction de l'ABF qui était mutée, qui venait sur la commune, ces règles étaient fluctuantes. Et avec, effectivement, aujourd'hui, la mise en place d'un cadre juridique strict, ça permettra effectivement à tout le monde de pouvoir avoir une visibilité dès le début d'un projet sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et quel que soit finalement l'ABF qui sera en face de vous et qui ne pourra plus donner une interprétation personnelle. Maintenant, sur le fond, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour faire de, je dirais, de la politique, on est là pour œuvrer pour la ville. On n'est pas là pour contester, pour essayer de faire le buzz. Depuis 26 ans maintenant, effectivement, la commune, sous les différentes majorités, quelles qu'elles soient, de M. René Jeannot, dès 1999, repris par M. Bonato en 2009-2010, donc il y a eu une certaine accélération d'ailleurs, puis repris en 2014, tous les maires, quels qu'ils soient, ont bien compris qu'il était indispensable de mettre en place et de valoriser le patrimoine. Alors, il faut peut-être aussi, je ne dirais pas être malhonnête intellectuellement, c'est-à-dire faire peur aux gens en leur disant, et j'en connais dans la rue Baudin, notamment où j'habite, où on est allé les voir en leur disant, votre arrière-cour, votre cuisine, votre appendice, vous allez les détruire. Vous allez les détruire et on va raser gratis. C'est faux. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, j'avais pris la parole dans ce même conseil municipal, alors c'est peut-être ma déformation d'avocat, mais je m'étais penché un peu plus sur la question du PSMV et son cadre juridique. Parce qu'effectivement, il y a l'élaboration du PSMV en lui-même, avec les différentes étapes que nous avons vues, c'est-à-dire l'enquête publique, le rapport, les modifications qui ont été apportées, et je les ai lues, effectivement, il y a un certain nombre de souplesses qui ont été apportées, extramuros notamment, avec ce delta de 20% qui peut être mis en place. Mais il y a un article de base, c'est l'article 313. J'en avais fait mention du code de l'urbanisme, j'en avais fait mention lors d'un précédent conseil municipal. Malheureusement, cette information n'est pas passée sur la vidéo du revue puisqu'il y a eu un problème technique et quand j'ai pris la parole, finalement, il y a eu un problème et il n'y a plus de suite à ce qui a été donné. Et qu'est-ce que dit cet article? Cet article 313-1, article B, paragraphe 3 du code d'urbanisme, fixe le cadre du PSMV. Alors il indique effectivement les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification peuvent être imposées par l'autorité administrative ou à l'occasion d'aménagements publics ou privés. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va raser gratis. Mais il faut qu'il y ait un impératif. Et cet impératif, il faut qu'il y ait un motif patrimonial. Et je reprends ce qu'a dit M. Bruguerol tout à l'heure, c'est-à-dire que si effectivement il y a une rénovation d'un îlot, par exemple, sur Aigues-Mortes, c'est-à-dire plusieurs maisons, alors là, effectivement, l'architecte des bâtiments en France, le PSMV, peuvent dire, mais écoutez, on va essayer de redonner une cohérence d'ensemble. Ça veut dire qu'il y ait d'abord un objet patrimonial remarquable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des remparts d'Aigues-Mortes, le nombre de maisons qui répondent à ces définitions, elle est particulièrement restreinte. Et j'ai regardé un peu plus loin également, et je l'avais dit la dernière fois, il y a un arrêt de principe du Conseil d'État, qui est l'arrêt du 24 juin 1987, c'est les époules officiales. Je peux même donner le numéro de la requête, c'est le 56 705 pour ceux qui veulent aller regarder les notes et les appréciations qui peuvent être données. Eh bien, dans le Conseil d'État rappelle qu'on ne peut pas toucher impunément en droit de propriété. Et qu'on ne peut toucher que si on respecte un certain nombre de critères, parmi lesquels, effectivement, un élément architectural particulièrement remarquable. Or, les appendices de cour ne sont pas des éléments architecturalement remarquables particulièrement. Donc faire peur aux gens en leur disant « Demain, on vient raser gratis chez vous, vous ne pourrez pas vendre votre bien, vous allez perdre de l'argent », je suis navré, c'est un contresens juridique, c'est malhonnête sur un plan juridique et malhonnête sur un plan moral. Alors je ne me défausse pas moi non plus, je suis comme M. Lapizardi,
je voterai pour, parce que loin des contingences politiques et des petits calculs politiques, je pense qu'il faut regarder devant pour l'intérêt de notre commune. J'en aurai terminé. Merci, monsieur le conseiller municipal. Monsieur Rams, vous reprenez la parole, merci. Oui. Secteur sauvegardé décidé donc sous M. Jeannot, imposé, et impose toujours, un PSMV. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous faut un règlement PSMV. On ne conteste absolument pas cela. Pas du tout. C'est le contenu qui pose problème. Ensuite, ça n'a pas été dit dans la présentation, mais c'était écrit dans la présentation générale pour l'enquête publique. Il y a eu un PSMV donc issu du travail fait en 2010-2011 qui n'a pas abouti. C'est écrit. Donc M. Bonato, à l'époque, n'a pas voulu de règlement PSMV. C'est écrit dans le rapport. Il est écrit dans le rapport. Monsieur le maire, ayez la politesse de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Monsieur le maire, vous attaquez les hommes toujours, monsieur le maire. Arrêtez vos critiques personnelles. Monsieur le maire, dans le rapport, je poursuis. Dans le rapport, il est écrit que le PSMV a été repris en 2019. C'est écrit dans le rapport de l'enquête publique. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est repris, Monsieur le maire, n'a pas été arrêté. Je vous ai fait un cours de littérature. Allez, continuez, monsieur. Vous ne cessez de m'interrompre, monsieur le maire. Bon. Donc ça a été repris en 2019. Ensuite, cette liste des 608, elle sort d'où? De quel chapeau? Je vous rappelle que chaque fiche individuelle, à l'époque, avait une colonne de prescription de travaux, et de cette colonne de prescription de travaux, il y avait un extrait dans une case, donc rectangulaire, qui était donc les prescriptions que l'on retenait pour faire figurer sur la liste des 608. Il y a un cordon ombilical entre effectivement ces fiches individuelles et la liste des 608. Donc la liste des 608, leurs prescriptions aujourd'hui sont remises en cause par vous-même, dans la mesure où vous avez déclaré que ces fiches étaient obsolètes, que leur contenu n'était pas valable, viable, cette liste ne tient plus la route. Quant à ce qui concerne donc les contraintes imposées à un secteur sauvegardé, on ne parle jamais d'une liste qui figure aussi dans le règlement de 145 ouvrages. On ne la conteste pas. Ce sont des ouvrages protégés. On est tout à fait d'accord. On ne conteste pas non plus, ceux qui ne sont pas d'accord, les constructions nouvelles et ce qui est imposé à l'occasion de travaux nouveaux. On contexte la remise en cause de l'existant. C'est-à-dire lorsque l'on dit, il y a 50 ans, il y a cette chose-là qui a été faite, elle ne nous plaît plus aujourd'hui, sous prétexte d'aération de cœur d'îlot, c'est-à-dire que on va faire baisser la température parce qu'on va détruire donc 10 mètres carrés dans une cour. C'est stupide, ça ne tient pas la route. J'ai pas fini, monsieur le maire. J'ai pas fini. Pardon? Vérifie la température. Oui. Donc, monsieur le maire, quant à la position donc, prise en février 2022, nous la regrettons. C'est-à-dire que l'on s'est trompé, et on s'est tous trompés, et on ne savait pas, personne n'avait épluché le règlement. Donc cette liste des 608 aujourd'hui est vraiment problématique, parce que dès l'instant qu'elle existe, la valeur du bien n'est plus la même. C'est-à-dire qu'un acheteur va dire, sur ce bien-là, on risque de m'imposer telle destruction. Et donc ça a un coût. Mais comment ça? Mais c'est écrit. Bon, enfin écoutez, je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est bien dommage, parce que je suis d'accord avec Christian Lapizardi, une révision, c'est un processus lourd, c'est celui qui a été engagé par le maire de Beaucaire récemment. Il vaudrait mieux que l'on fasse aujourd'hui des modifications, plutôt que plus tard, des révisions. Quant au rapport du commissaire enquêteur, je voudrais dire quand même qu'il a fait l'objet d'une note de commentaire de 4 collectifs, le collectif citoyen avec 350 membres et 3 associations aigues-mortaises, donc Mieux Vivre Aigues-Mortes, Amurba et l'œuvre Vivre. Donc le rapport du commissaire enquêteur n'a absolument pas satisfait la population qui a contribué, qui a déposé des contributions. Pardon? C'est fini, monsieur Rams, je peux parler là ou vous continuez? Pardon? Tu parles de quel revivre? Il y en a deux. De quel revivre? Revivre. Non. Franchement, vous ne cessez que de vraiment chercher des polémiques incroyables. Le revivre, il n'y en a qu'un seul sous la présence de Bonato. C'est vrai qu'au niveau des élections, on s'est présenté donc ensemble unis et on a décidé ensuite.
Pardon? Et de quel deuxième le revivre tu parles? Ça va pas durer longtemps. Une association. donc, Pardon? Une association. Mais bien sûr. Ben oui. Il y a une liste électorale aujourd'hui. Non, pas pour 2026. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais Pardon? si ça va, il y a bien une liste électorale de revivre. Mais bien sûr. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer en 2026. Mais bien sûr. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu parles de ça? On parle du PSMV, de son règlement. On parle de règlement. Donc je demande une précision. On peut finir avec l'amalgame de pour ma ville, pas ma ville, truc, les sauces-soupées, les petits bouts, le mazavon et tout ça, jusque-là. Moi, je ne veux pas revenir sur Beaucaire, on en a déjà parlé, mais attention quand même, hein, comparaison n'est pas raison. Hein. Beaucaire, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Beaucaire, mais ce n'est pas du tout pareil, je ne reviens pas sur ce que vous avez initié. Très pertinemment d'ailleurs, parce que vous êtes un petit malin, les 700 000 € de coût du PSMV de Beaucaire et que vous attribuez à ma municipalité. Bon, je repasse là-dessus. Maintenant, quand même, on va clôturer ce débat s'il n'y a pas d'autres intervenants, bien entendu. Je voudrais quand même revenir sur le démarchage que vous avez fait. Alors, il y a quelque chose, c'est un cas d'école, voilà. C'est une personne d'un certain âge, ça remonte à quelques semaines, hein, c'est tout récent, c'est pas il y a quelques mois. Voilà, et cette personne donc dit, elle dit même sur les réseaux sociaux, j'habite à tel endroit, bien sûr je ne donnerai pas l'adresse, mais c'est dans le secteur du PSMV, où c'est en Frange. Je n'ai rien vu concernant ma maison, mais je ne suis pas rassuré pour autant. Une personne étant venue me voir il y a 6 mois, une personne, je ne dis pas que c'est vous, je dis une personne étant venue me voir il y a 6 mois en me disant que je devrais détruire ma terrasse à une personne âgée. Je n'ai pas compris pourquoi, d'autant plus que si je la détruisais, ma maison serait inhabitable. Voilà le genre de comportement que certains ont eu depuis des mois. Et quand je parle du venin de la haine, moi je vous invite à vous regarder dans le miroir, dans la conscience de votre implication là-dessus. Voilà. Vos turpitudes ne seront pas recouvertes, je dis pas en oubli. Ça c'est sûr. Bon, maintenant, y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur Campos, madame Vanderlen. Je voulais dire qu'avec M. Brouguerolles, en 2014, quand nous sommes arrivés à la mairie, on ne s'aimait pas beaucoup parce que nous étions, du moins moi personnellement, je n'étais pas trop pour le règlement qui était en place et nous avons énormément travaillé. Nous l'avons quand même relativement assoupli sur certaines règles, on y a travaillé. Et je pense que là, on a essayé de tout faire pour que les aigues-mortées se sentent bien aigues-mortes. Et on ne va surtout pas leur abîmer leur logement, les faire vivre dans des logements inhabitables, si on enlève la terrasse. On essaye de tout faire. On les accompagne en commission ABF avec M. Paoletti. C'est sûr que tous les projets ne peuvent pas aboutir, mais même si on n'est pas dans le secteur sauvegardé, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Mais croyez-moi, avec M. Paoletti, il y a un travail qui est fait, il se déplace sur site, tous les mois on a des commissions, ou plus si besoin. Je ne vois pas pourquoi, et je pense que les municipalités à suivre continueront à aider les aigues-mortées dans leur démarche. Voilà. Merci, Mme Vanderlen. M. Campos, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais que l'on porte un regard particulier, un éclairage particulier sur les cours d'Aigues-Mortes, que je connais bien. Je suis né, pas dans une cour, mais je les connais parce que mon père était artisan maçon, je l'ai accompagné souvent pour travailler dans ces cours, pour l'accompagner. Ces cours, c'est aussi une partie du patrimoine Aigues-Mortes, et je voudrais qu'on regarde d'un regard bienveillant. Aigues-Mortes, c'est aujourd'hui une ville touristique, comme ça n'a pas toujours été une ville touristique. Ça a été une ville qui a été composée de satiniers, de pêcheurs, de chasseurs. À Aigues-Mortes, vous aviez 4000 habitants, vous aviez 500 chasseurs.
Dans ces cours, même plus, le président me l'indique, on avait des baraquements, des lieux qui étaient destinés aux animaux. On avait des gens qui travaillaient au Salin du Midi, qui étaient propriétaires de petits terrains. Moi, je vendais les produits à ces gens. On leur vendait les sacs de sulfate à 5 kilos. Avec 5 kilos, vous foutiez un hectare. Vous vous rendez compte du nombre d'aliments qu'ils faisaient avec 5 kilos. Ils avaient leur buvette, ils avaient la buvette, et ils avaient un peu d'argent pour, après la fête, s'acheter des vêtements neufs. D'ailleurs, on allait à Nîmes, le département, mais c'est la réalité, pour s'acheter des vêtements que l'on mettait pour la première fois pour la fête des Aigues-Mortes. Alors, ce que je demande, c'est que l'on tienne compte de cette histoire des Aigues-Mortes, parce que dans ces cours, il y est aussi. On avait les fameux tristés. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est les tristés. C'est une forme de l'on faisait de mésanine, oui. Dessous, on avait la sulfateuse, on avait le sac de soufre. Dessus, on avait le carré pour aller faire les télines, etc. Donc il y a une mémoire des Aigues-Mortes qui se situe dans ces cours. Et moi, je voudrais qu'on les regarde avec bienveillance. Parce que cette mémoire est importante. Je rappelle que je suis adjoint à la culture et au patrimoine. Et donc, c'est dans mes fonctions que j'interviens. Je voudrais dire aussi que l'État est présent sur la ville des Aigues-Mortes depuis très longtemps, et d'une manière assez forte. Les remparts des Aigues-Mortes, la tour des Aigues-Mortes n'appartiennent pas à la ville, ils appartiennent à l'État. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tous les boulevards intérieurs appartiennent à l'État. Ils n'appartiennent pas à la commune. Intérieur, extérieur. Et extérieur. Lorsque l'on va proposer des animations, nous demandons l'autorisation au monument. À quel point, et la toute parolière aussi, mais c'est aussi pareil. Donc, ça fait 30 ans que lorsque l'on veut modifier, moi j'ai modifié une façade, eh bien, j'ai eu affaire à l'architecte du patrimoine. J'ai visité une maison dernièrement qui est à la vente, qui est une maison qui a été faite par l'architecte Pellier. Elle est labellisée. Elle est labellisée. L'architecte, c'est un architecte de Nîmes. Architecture contemporaine en marque. Tout à fait, parce qu'il a fait beaucoup de béton. C'est lui qui a fait la maison des compagnons, etc. Ce permis a été refusé 2 fois. Il a été accepté que la 3e fois, puisqu'il voulait couvrir avec du béton avec des tuiles canal. Donc c'est pour dire qu'il faut à la fois tenir compte de la mémoire alimentaire, et ça je pense qu'il faut être indulgent là-dessus, et en même temps, il faut admettre qu'aujourd'hui, même si ce PSAD ne passait pas, on serait toujours sur la férule de l'État. Ça ne changera pas. Ça fait 30 ans qu'il faut, quand vous faites quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il faut que l'architecte des bâtiments de France intervienne. C'est toujours comme ça. C'est toujours. La différence, c'est qu'il est proposé une réglementation. Cette réglementation, c'est, je pense, ceux qui a le plus motivé les 3 maires. M. Janot, M. Bonato et M. Mauméjean. Parce qu'effectivement, les gens disaient, mais lui, on lui a dit oui, et moi c'est pareil, on me dit non. Donc il y a un texte sur lequel on peut s'appuyer. Et il est important, ça a été à nouveau signalé, c'est qu'il y a le propriétaire, dont le demandeur, il y a le représentant de l'État, dont l'architecte des bâtiments de France, et la 3e personne, la commune. Donc à chaque fois il y a discussion, ça ne s'impose pas froidement. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce petit discours sur les coûts. Et je demande que ce soit respecté. Que ce qui a été ces années de vie à l'Aigues-Mortes soit respecté. Et pour la ville, vous avez l'urbanisme et un élu. Oui. Vous avez un technicien, un Donc, j'essaie de revenir sur la réalité. Voilà. Merci. Oui, Jean-Claude, si ça veut bien s'allumer, oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas 20 ans, on a connu cette époque où le tourisme de masse n'était pas arrivé à Aigues-Mortes, c'est-à-dire dans les années 75-80 à peu près, voilà, et donc l'habitation, la typologie de l'habitation classique à Aigues-Mortes,
c'était d'avoir la maison d'habitation, la cour et la remise. Voilà, et c'est cette typologie-là qu'il faut défendre et conserver. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, dans la mesure où il y a ce cas par cas tripartite entre l'ABF, le porteur de projet et le représentant de la mairie avec ses techniciens, quelle que soit la municipalité et l'exécutif qui sera là ultérieurement. Je vais donner un exemple. Il y avait, tu connais cet exemple, un garçon, je vais dire comme ça, qui était très inquiet parce qu'il devait réaménager sa maison et c'était en plein cœur du centre-ville. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas très loin. Voilà. Et donc il était inquiet, il est venu voir Patricia, il en a parlé, ils vont tout me faire démolir, j'ai ci, j'ai là, ma femme, ma terrasse, mon truc, machin. Vous êtes allé sur place, vous avez discuté, ce garçon est revenu enchanté des conseils qui lui ont été donnés. Il a même reçu des idées auxquelles il n'avait pas pensé de la part de l'ABF. Tu connais le problème, je ne mens pas. Voilà. Donc, il faut raison garder. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Rams. Oui, Jean-Claude, j'ai du mal à te suivre parce que justement ce que tu décris, c'est-à-dire donc l'existence dans les cours, c'est justement ce qui figure dans la liste des 608. Dans la liste des 608, il y en a 400 à peu près. Ce sont des démolitions d'appentis, pas d'appendices, mais d'appentis dans les cours, et des extensions. Les extensions, c'est bien sûr bien plus grave que les appentis, si ce n'est qu'aujourd'hui, donc les appentis, ça peut être utile lorsqu'on a des vélos à garer, il ne faut pas les garer dans son salon. Donc c'est bien ce qu'on critique, c'est que dans cette liste des 608, il est effectivement prévu de remettre en cause cela. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la situation actuelle sans règlement? C'est que sans règlement, il y a effectivement le besoin d'avis conforme, des ABF, il y a donc ces rencontres qui ont lieu, et il y a des négociations. Mais dans ces négociations, il n'y a pas une partie qui est affaiblie par le fait qu'on puisse prétendre, il y a un règlement dans lequel on a prévu qu'il fallait aérer ton cœur d'îlot et qu'il faut donc que tu supprimes ton extension dans ta cour. Donc tu affaiblis donc le pétitionnaire en lui imposant donc cette contrainte nouvelle. Et sans cette démarche même de demande de travaux, le bien perd de la valeur dès l'instant qu'il est ciblé comme ça dans un règlement. Un notaire ne peut pas ne pas faire savoir qu'il y a un PSMB, et dans ce PSMB, tu as 18 pages où noir sur blanc, les parcelles sont décrites avec des contraintes possibles de démolition. Monsieur le maire, des écrêtements de toit, il y en a encore 2 dans le règlement dans la liste 608. C'est-à-dire qu'il y a 2 maisons, il y en a une qui est en chambre d'hôte d'ailleurs, du côté de Boulevard du Taureau, sur l'arrière là-bas, et il y en a une dans le quartier bas là-bas. Il y a aussi des ABC, les façades. Donc ça veut dire aussi qu'au toit, il va falloir peut-être... Donc ça existe encore dans le règlement, monsieur le maire. Donc, quant aux modifications de façade, lorsque l'on tient absolument donc, à créer une entrée séparée pour entrer dans les étages, alors que le propriétaire des lieux préfère donc, cette façade donc, commerciale qui prend sur toute la largeur, je ne vois pas pourquoi un règlement prévoit qu'il faudra envisager de modifier. Donc c'est bien ce règlement que l'on conteste, c'est ce noir sur blanc. Le cas par cas, bien évidemment, c'est pas... Nous, il ne nous en faut aucun de cas. Voilà, c'est zéro. On veut aucune obligation de démolir l'existant. Quant au fait que M. le commissaire enquêteur a dit tout ce qui a été fait sous permis de conduire depuis 2016, on ne peut pas y toucher, mais ce qui a été fait avant, c'est l'horreur, et donc là, on pourra y toucher, ce qui a été fait avant. Je rappelle que ce qui a été fait avant, c'était avec des propriétaires qui aujourd'hui, pour la plupart, ne sont plus présents, mais que par contre existait déjà avant. Le service urbanisme, les ABF, ça existait déjà. Donc si des sottises ont été commises à l'époque pour des choses qui sont faites dans les cours, il ne faut pas accabler le propriétaire actuel ou futur. Voilà. Donc cette liste 608 est vraiment problématique. On pourrait se mettre d'accord là-dessus et relifter le règlement en retirant cette liste-là qui est problématique dès l'instant que le cas par cas n'a pas été préalable. C'est-à-dire que moi je ne veux pas que mon bien figure là-dessus si par ailleurs donc le constat n'a pas été fait antérieurement. Cette liste-là pénalise les propriétaires. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous pouvez prendre la parole? Mais j'ose dire que c'est le principe même d'un PSMD, d'un secteur sauvegardé anciennement appelé, de viser certains bâtiments en proposant des améliorations possibles. Ça peut concerner aussi bien les façades, vous parliez d'une grande vitrine qui sera transformée en fenêtre de qualité. Alors ça parle plus
plus souriante parce que la façade, tout le monde la voit en passant. Et justement, le point fort d'un site patrimonial remarquable à vocation plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est que ça va à l'intérieur, comme l'a expliqué M. Bruguerolles. Et c'est très intéressant de croiser justement le désir de restituer une cour avec l'élément patrimonial que je découvre du vécu traditionnel 1900, 1920, 1930. J'ai visité moi-même avec Madame Gondorline des caves en béton qui ne sont plus actives. Alors on pourrait dire, M. Bruguerolles, il aurait pu dire, c'est très intéressant, une cave de 1910 en béton, une cuve en béton, mais ça, on ne peut pas vivre dans une cave en béton, on ne peut pas ramener des tracteurs et du vin au cœur d'une cité hyper touristique. Donc il y a toujours une intelligence à exercer avec un règlement entre les mains qui dit on vise moi j'ai des exemples, pas plus tard qu'hier je suis venu, il y a une façade arrière, elle est complètement monopolisée par une extension, on va dire en 1960, une salle de bain, cuisine, bon, c'était l'époque des toilettes au fond du jardin, et le propriétaire, il a tout intérêt. Il peut habiter au rez-de-chaussée, puisqu'il n'est pas assujetti au plan à l'inondation. S'il dégage cet élément parasite, il retrouve une façade aérée, un logement, un petit studio très, très charmant sur un jardin. Voilà. Et c'est mieux qu'un truc obscur avec une petite salle de bain, une cuisine en enfilade. Voilà. C'est de l'intelligence, c'est ça le cas par cas, mais je rejoins les interventions de messieurs. Le règlement fait que nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on ne passe pas pour celui qui a autorisé alors que le prédécesseur avait refusé ou le contraire. On n'est pas comme des yo-yo comme ça, on s'appuie sur une règle et on a l'intelligence d'aller voir sur le terrain quelque chose peut être mis en jaune et peut être ancien, voilà, peut être mais comme disait M. Bruguerolles, il n'a pas été visiter tous les cœurs d'îlots et c'est une intention d'amélioration globale, une orientation d'aménagement pour restituer une respiration et comment dire, des logements traversants, voilà, entre façade avant, façade arrière, qui a souvent été neutralisé au fil du temps. Et on a des exemples où ça marche, où ça a marché. On peut prendre le camp de sauvegarde de Bayonne, où quand Alexandre Gélissinos a fait le camp de sauvegarde de Bayonne, il a demandé, pour mettre en valeur la ville, de démolir 25% de la ville. Pour l'aérer, parce que c'était une place militaire qui était... Non, mais je parle pas de mais je vous parle à Bayonne. À Bayonne, il y a un plan où, et ça fonctionne depuis maintenant 30 ans. C'est comme ils sont arrivés à gérer. Vous avez des exemples de camps de sauvegarde comme Uzès, comme Avignon. Avignon, ça n'empêche pas, le festival d'Avignon, c'est quelque chose qui fait vivre la ville et qui vit en harmonie avec le camp de sauvegarde. Alors vous avez parlé de Beaucaire, mais le cas de Beaucaire, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Le cas de Beaucaire, c'est un îlot qui est problématique, dans lequel ils ont demandé une révision du plan, parce qu'ils ont laissé l'îlot se dégrader, il est propriété communale, il arrive à la ruine, il pose un problème de sécurité publique. À l'époque, on avait fait une première modification du plan de sauvegarde, il y en a une nouvelle qui est engagée. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. C'est pas la même chose. Donc, même quand on voit les plans de sauvegarde de mise en valeur qui ont été, donc, je sais pas combien il y en a exactement en France, 100, 110, 130, voilà. Quand on connaît ceux d'Uzès, moi particulièrement celui de Pont-Saint-Esprit, c'est vrai que quand il a été mis en place, discuté, voté, il soulevait quelques inquiétudes. Et maintenant, il n'y a plus d'inquiétude du tout à l'expérience. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu le seul mot qu'il faut entendre dans ce débat, c'est l'intelligence. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole, M. Rams? M. Paroletti a dit qu'un PSMD donc, entrait dans nos intérieurs, dans nos domiciles. Là-dessus, je voudrais une clarification, c'est-à-dire que ce que l'on est quelques-uns à avoir pu comprendre, c'est que le fait de rentrer à l'intérieur était une obligation en phase d'élaboration du règlement pour permettre de déceler s'il y avait effectivement des éléments donc,
à protéger au titre donc, du patrimoine architectural, etc., à l'intérieur des domiciles. Donc ça, en phase d'élaboration. Une fois le règlement approuvé, soyons clairs, faudra-t-il ou pas faire des demandes de travaux lorsqu'on a des travaux à faire à l'intérieur du domicile? Et dans l'intérieur du domicile, je qualifie aussi donc nos cours, c'est-à-dire que ce sont quand même donc ils ne sont pas visibles de l'espace public. Donc est-ce qu'il faudra faire des demandes de travaux, quels que soient les travaux que l'on fait à l'intérieur des domiciles? C'est une question. Ça a été évoqué par messieurs les élus qui connaissent très bien le sujet. Depuis que ce périmètre a été élaboré, et il est à vocation secteur sauvegardé, depuis qu'il est à vocation secteur sauvegardé, tous les projets en plan sont demandés, contrairement à un plan local d'urbanisme, on montre que les façades et les toitures, et là c'est la spécificité donc depuis toujours c'est comme ça, sauf que maintenant il y a un règlement. Après, le règlement il apporte justement un peu de finesse parce qu'il y a quand même des immeubles dont il est jugé par le chargé d'études qui ne sont pas intéressants, qui peuvent être démolis, remplacés, ou qui peuvent être démolis, sans obligation, c'est les immeubles à Chiron. Non, c'est-à-dire que c'est des immeubles où il n'y a pas d'enjeu Voilà. Et ceux qui identifiés comme ça, ceux-là, il y a un moindre intérêt à avoir les plans. Donc il y a quand même un allègement. Mais la plupart des bâtisses dans l'emprise du périmètre, ils sont depuis toujours assujettis à le pétitionnaire, le demandeur, on dit. C'est déjà applicable. Il doit donner les plans et pas seulement les façades. C'est comme ça. C'est déjà Voilà. C'est déjà la règle. Et justement, c'est ce qui permet à la ville d'avoir un regard aussi sur les divisions à l'infini, sur dire je ne veux pas diviser un 200 mètres carrés en 4 petits studios Airbnb. Voilà, ça donne quand même un pouvoir aussi aux autorités pour justement ne pas transformer cette ville qui a été une ville avec des tristesses et compagnie en pure villégiature. Mais bon, après, la sociologie, on ne maîtrise pas toujours dans un site aussi remarquable. Bien, alors je voudrais quand même pas d'ambiguïté. Les visites domiciliaires qui ont eu lieu sont des visites domiciliaires qui ont été faites à la suite donc de la désignation par convention avec les services de l'État de M. Bouguerolles en 2010 ou en 2011, peu importe quelle unité c'était. Ces visites domiciliaires étaient importantes justement pour faire la nomenclature et l'inventaire de tout ce qui était remarquable dans notre cité. Voilà, je ne trouve pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, ce ne sont pas des perquisitions illégales. Hein, voilà. Donc, y a-t-il d'autres prises de parole? Bon, donc je vais terminer, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'apporterai les preuves de ce que j'avançais. Voilà. Alors, M. Campos, vous êtes attentif? Merci. En exactement 30 mois, soit du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, maintenant, soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans son périmètre du secteur sauvegardé, ont été déposés 262 dossiers d'urbanisme. 30 mois, 262 dossiers d'urbanisme, déclaration préalable de travaux et permis de construire. 243 ont été accordés. 243 sur 262. Je vous laisse faire la soustraction, M. Fourel, vous êtes bon en maths, ça fait 19 seulement de refusés. 19 refus sur 262. Où est l'Aquila là qui vient détruire toutes les maisons des Gomorrhes? C'est-à-dire que sur 30 mois, 92,7 dossiers présentés à l'ABF ont été accordés. Vous avez bien entendu 92,7% de demandes accordées au cours des 30 derniers mois. Et encore, monsieur l'architecte des bâtiments de France m'a fait connaître que sur ces 19 dossiers refusés, certains l'étaient parce qu'il manquait des pièces, elles ont été fournies et depuis ils ont été accordés. Voilà.
Donc, je tenais à faire cette précision parce que, au-delà des discours, les chiffres, eux, ils parlent et ils sont incontestables. Voilà. Donc, maintenant, je passe au vote. Bon, je vais demander si vous laissez s'exprimer. Je passe au vote. Contestable, Maintenant, non, les chiffres monsieur sont le maire. incontestables. Mais si vous êtes sûr de vous, laissez-moi parler, monsieur le maire. Monsieur Rams, vous avez eu la parole pendant près d'une heure. Monsieur le On maire. conclut sur ce débat. Voilà, maintenant je passe au vote. Non, monsieur Qui le maire. est contre? Monsieur le Qui maire. est contre? Qui est contre? Qui est contre? Mais- Monsieur Rams, Monsieur Monsieur le maire. Bertrand, des procurations. Levez la tête, parce que Monsieur Rams, vous avez dit que vous manquiez de courage. Donc, qui s'abstient? Qui est pour? Les autres, bien entendu, adoptés à la majorité. Merci. Ça m'est fini pour cette délibération qui a fait importante qui fera Avec réserve. Voilà, Monsieur Bruguerol, Monsieur Paoletti, merci.